Alors, bonjour, on va donc vérifier un peu les réponses pour le chapitre 1 et chapitre 2 que vous avez donc effectué. Donc le chapitre 1, c'était un chapitre sur les unités de traduction, donc ce qu'on appelle en anglais les translation units. Donc dans ce chapitre 1, vous avez lu que une unité, en fait, c'est pas forcément un mot, ça peut être aussi un groupe de mots. Donc une unité de traduction, c'est la portion, donc c'est pas forcément un mot, ça peut être une portion, donc un groupe de mots, mais le groupe de mots le plus petit d'une phrase qu'on ne pourrait pas traduire si on les séparait. Donc par exemple, vous pouvez avoir une phrase et dans cette phrase, vous coupez et vous coupez jusqu'au moment où vous ne pouvez plus couper. Donc si je prends un exemple, alors je vais mettre sur un nouveau document un exemple. Par exemple, si j'écris je me lève, je me lève de bonne heure. Donc si j'écris ça, eh bien avec deux N si possible. Voilà. Si j'écris je me lève de bonne heure, ça, de bonne heure, c'est ce qu'on appelle donc une unité de traduction, parce que vous ne pouvez pas couper de et puis bonne heure, parce que sinon vous allez traduire I get up on good time. Et ça, c'est une mauvaise traduction. La bonne traduction, c'est considérer ce groupe comme une unité de traduction que vous traduirez donc avec le mot early en anglais. Donc ce groupe de mots, c'est une unité de traduction. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le séparer. Si on le sépare, on fait une faute de traduction. Donc voilà, je reprends le chapitre. Alors, qui est, je ne sais plus où. Donc je retourne dans mon chapitre et je regarde donc des unités de traduction. Donc ces unités peuvent être lexicales, ça peut être basé sur plusieurs mots, words, ou des expressions toutes faites qu'on peut trouver dans un bon dictionnaire. Donc c'est assez difficile évidemment d'élaborer d'abord quelles sont les unités de traduction, puisque je dois connaître la langue que je suis en train de traduire relativement bien, ou je dois faire des recherches relativement minutieuses pour savoir si je peux ou pas séparer un groupe de mots. Donc je continue ici de lire mon chapitre. Voilà, la traduction, donc ce qu'on appelle l'over translation, c'est ce que je viens de vous expliquer. Off good time, c'est ce que font les débutants qui coupent des groupes, des unités de traduction alors qu'ils ne devraient pas. Et donc ils font des traductions erronées. Alors, on va regarder maintenant le reste. Donc du français à l'anglais, vous avez par exemple ici des groupes de mots, comme ils disent, donc des unités de traduction groupe de mots, hôtel de ville, town hall. Donc c'est un groupe, c'est une unité, même si c'est un groupe de mots. Vous avez des verbal phrases, montrer du doigt, on ne peut pas séparer, on ne peut pas dire to show off fingers, ce serait une mauvaise traduction, c'est to point, parce que ce groupe verbal est une unité de traduction. Vous avez des unités adverbiales à toute vitesse, des unités phrases. Mal à l'aise, c'est une phrase qui veut dire un seul mot en anglais, awkward. Donc ce groupe est une unité, qui est une unité adjectivale. Ensuite, vous avez des unités prépositionnelles, le long, au-dessus de, qui se traduit donc un, deux, trois mots, qui se traduit par un seul mot en anglais, conjonctivale, etc. On continue, donc ça c'est du français à l'anglais. On peut aller du français de un mot à l'anglais en groupe de mots, donc on peut faire l'opposé. On peut aller d'un groupe de mots à un mot, d'un mot à un groupe de mots. Il y a aussi les problèmes des prépositions. Donc là tout est bien expliqué en anglais. Et puis vous avez ce qu'on appelle des traductions d'unités grammaticales. Donc ici, vous avez de la voix active à la voix passive. Ça, c'est très important parce que quelque part, c'est assez difficile de traduire puisque très souvent, ils mettent une voix active en français sera traduite par une voix passive en anglais. Ce qui signifie donc qu'en anglais, on utilise beaucoup plus la voix passive, c'est-à-dire la voix où le sujet n'est pas actif, c'est-à-dire une voix finalement où on se décharge de la responsabilité du sujet. C'est pas le sujet qui acte, c'est l'objet. Donc, par exemple, on nous avait prévenu, we had been forewarned.
Donc c'est pas we qui a forewarned, c'est quelqu'un d'autre. Et pourtant we c'est le sujet. Donc we ne fait rien, c'est un sujet inactif ou ce qu'on appelle un sujet passif. On continue, voilà. Et puis vous arriviez donc après votre lecture à des exercices donc de traduction. L'exercice A, vous deviez regarder ici toutes ces locutions nominales et traduire donc ces groupes par un mot en anglais. D'accord? Donc ce groupe, un ancien combattant, en anglais c'est a veteran. Donc là j'ai un ancien élève, je dirais un mot simple, a former student, ça marche pas. Donc ici c'est faux. La traduction ce serait an alumni, puisque là vous traduisez un groupe de mots par un groupe de mots. Or l'exercice c'est de traduire un groupe de mots par un mot simple. D'accord? Donc alumni c'est plus correct. Un chef de gouvernement. D'accord? Donc là vous pouvez traduire par a leader, puisque c'est un mot encore. Donc il faudrait enlever ça et juste dire a leader si vous traduisez un groupe de mots par un mot qui signifie sémantiquement la même chose. Un exploitant agricole, farmer, ça c'est correct. Un groupe de mots est traduit par un mot. Un franc-tireur, ouais, ça c'est correct. Un homme politique, oui. Un metteur en scène, oui. Director. Une personne troisième âge, on va dire a senior, on va pas mettre citoyen, puisqu'il faut traduire par un mot, une fois, un mot simple, encore une fois. Un sans-abri, homeless, pas besoin de mettre personne. Sans emploi, donc on ne mettrait pas person encore. Un animal domestique, pet, avoir à faire. Alors ça, c'est numéro 2. Donc on part des locutions, j'avais dit seulement les 10 premiers. On fait maintenant des locutions verbales, c'est-à-dire plus des mots, mais des choses qui ont à voir avec les verbes. Avoir à faire, to deal. Avoir à faire, on ne va pas traduire to have an affair ou to have a business, on va dire to deal. Donner une autorisation, j'aurais dit to authorize, parce que là, vous traduisez par un groupe de mots, pas par un mot. Il faut traduire par un mot. Donner des leçons particulières, je traduirais par un mot, to tutor. Ça, c'est trop de mots. Il faut dire to tutor pour avoir un seul mot. Donc, vous voyez ce que je fais ici. Donc, je corrige cette étudiante qui n'est pas dans votre classe et qui a fait cet exercice en faisant quelques erreurs. Donc ensuite, elle a fait l'élocution adverbiale, donc ça c'était le petit 3. Comparer à l'échelle mondiale, voilà, globally, c'est ça la réponse. Ensuite, faire quelque chose sans effort, effortlessly, voilà, un seul mot en anglais pour les deux mots. Parler en connaissance de cause, knowingly, ou qu'est-ce qu'elle a mis? Non, ça c'est pas correct. With knowledge of the fact, c'est trop long. L'idée c'était de remplacer par, encore une fois, un mot simple. Donc ici vous avez des erreurs puisque l'étudiante traduit un groupe de mots par un groupe de mots. Je vais maintenant à l'exercice suivant. Je pense que vous avez l'idée maintenant. Les adjectifs à bout de force. Je sais pas ce qu'elle a mis. Non, je dirais pas to be without any energy parce qu'encore une fois c'est un groupe de mots par un groupe de mots. Être à bout de force, je dirais tired, exhausted, ce serait plutôt plus correct encore. Exhausted, c'est un mot qui traduit un groupe de mots. Overjoyed, ça c'est correct. Donc vous voyez, il y a des erreurs parce qu'elle ne traduit pas par un seul mot, de telle sorte que, je dirais, thus, ce serait, ou therefore, ce serait un mot qui traduit un groupe de mots. On va à l'exercice suivant. Vous deviez faire l'exercice B, les unités de traduction grammaticale. Les verbes auxquels sont rattachées les prépositions constituent des unités de traduction. Donc, vous avez des prépositions, mais elles restent avec le mot une unité. Parfois, les prépositions coïncident dans les deux langues, parfois elles sont différentes, et parfois il y a une préposition dans une langue, mais pas dans l'autre. Traduisez. Il faut téléphoner à la compagnie aérienne pour confirmer notre retour. Alors, l'étudiante a traduit. You must call the airline company to confirm a return flight. Il faut téléphoner, donc elle a dit you, elle a traduit en fait une voix passive
par une voix active. Moi, j'aurais peut-être fait une voix passive en voix passive. J'aurais dit one must call the company or the company must be called. Si vous voulez faire une voix passive, une vraie. The company must be called to confirm our return flight. Okay? Moi, ça aurait plutôt été ma réponse. Ensuite, je vais mettre les deux côte à côte. Voilà. Le résultat ne dépendra que de toi. The result will depend only on you. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, dans une dissertation, on doit toujours commencer par une introduction. Vous avez ce verbe donc, auquel est rattachée la préposition par. Donc c'est un verbe auquel est rattachée une préposition. C'est une unité de traduction. Commencer par, hein, eh bien, to start with, to begin with, c'est correct. Why were you angry at me? Pourquoi étais-tu en colère contre moi? J'aurais dit with me. Hein. Ensuite, il vient de se faire opérer. He just ouais, on, d'un, donc on. C'est pas mal. Ensuite, exercice C. Alors, je sais pas où est-ce qu'elle l'a mis. Combien d'unités de traduction est-ce que vous voyez dans les mots et les expressions suivantes? Donc vous avez une pomme de terre, des pommes de terre, hein, c'est toujours le même exercice. Alors ici, l'étudiante, elle a mis qu'elle voyait une unité dans tout, sauf ici, à un moment, elle en a vu deux. Je pense que quand même, il y en a beaucoup plus. Hein. Par exemple, les travaux, c'est une, bien sûr. Hein. Prendre sa retraite, c'est une unité, to retire. Donc ça, c'est considéré comme une unité. On ne va pas traduire avec to take one's retirement. Ça ne voudrait rien dire en anglais. Hein. Mais ici, par exemple, alors, où est-ce qu'elle a vu deux unités? Elle a vu deux unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu aurais regardé, you would have watched. D'accord? Là, c'est une conjugaison avec ce qu'on appelle un auxiliaire. Et donc ici, vous avez peut-être, oui, c'est vraiment tiré par les cheveux de dire qu'il y aurait deux unités ici. Et ensuite, vous avez des conjonctions de coordination, donc bien que vous devez traduire bien sûr par une unité. Alors si on découpe les phrases, hein, elle a découpé les phrases dans ce qu'elle pense, elle, en tant que traductrice, être des choses qu'on ne peut pas diviser. Donc elle va dire de temps à autre. Moi j'avais fait la première. Hein. De temps à autre, je me fais des idées noires. Donc le succès de l'entreprise, elle a dit une unité ne dépend que de toi. Alors moi je dirais que là il y a deux unités. Le succès c'est une unité, de l'entreprise c'est une autre unité, ne dépend que, je vais dire que là il y a deux unités, dépend et puis ne que, et de toi encore une unité. Voilà, donc elle l'a fait un peu autrement. Maintenant tout ça ça ne veut pas dire qu'elle va faire une mauvaise traduction, mais ça veut dire qu'elle ne voit pas qu'ici il y a par exemple ne que, qui est une unité en fait qui oui est collée au verbe, mais qui est une unité qu'on appelle la restriction. Et puis ici, il y a deux unités quand même. De temps à autre, ça c'est correct, c'est une unité, hein, puisque c'est une expression temporelle qu'on va traduire par from time to time. Je me fais, ça c'est aussi une unité, on va dire, accrochée au pronom se faire, donc en verbe réfléchi, hein, to make to yourself, donc on va dire to create in oneself, mais là on va pas traduire ça comme ça évidemment. Des idées noires, ça c'est pareil, c'est une unité. Bad thoughts. Donc ici, de temps en temps, elle avait l'autre version, elle a fait la même version. Je me fais des idées noires. Moi, j'aurais presque mis tout ça dans la même unité parce que j'aurais pu dire de temps à autre, une unité, from time to time, je me fais des idées noires, I get depressed. Donc on pourrait traduire tout cela en une seule unité. L'étudiante a choisi de faire deux unités, donc je serais très curieuse de voir quelle pourrait être sa traduction. From time to time, I have bad thoughts. Peut-être, c'est comme ça qu'elle le voit, d'accord? Moi, je le vois plutôt comme ça. Une unité, une grande expression française, se faire des idées noires, qui signifie to get depressed, to feel bad. Voilà. Mais elle pourrait faire un truc plus littéral et dire to have bad thoughts.
Donc vous voyez un peu l'idée, hein. D'abord, je prépare, c'est un peu comme une prep time. Je prépare ma traduction, je coupe une phrase en unités selon ce que je sais, selon mes recherches, selon ce que je connais de la culture target ou pas. Et ensuite, j'essaye une traduction en fonction des découpages que j'ai pré-effectués et en fonction de ce que je pense être un bon découpage. Évidemment, il n'y a pas un seul découpage possible, parfois il y en a plusieurs, parfois ça n'est pas possible, hein, de bonne heure, on ne peut pas découper ça autrement. Parfois on peut discuter, oui, d'accord, là on peut découper, non, je pense que ce serait mieux de ne pas découper. Donc c'est à vous de faire votre petite cuisine au mieux pour respecter la sémantique, c'est-à-dire le sens. Là, vous deviez traduire du texte, hein, donc je vais remettre, hop, c'était l'exercice F. Donc vous aviez un, voilà. Il m'est arrivé une drôle d'histoire. Donc là, je suis assez d'accord avec l'étudiante. Something funny happened to me. Donc c'est drôle ici parce qu'on a une voix passive en français, traduite par une voix active en anglais. Et ça, c'est vraiment, je pense, la meilleure traduction parce que en français, il m'est arrivé une drôle d'histoire, c'est une expression. Et en anglais, ça se traduit aussi par une expression. Something funny happened to me. On ne traduirait jamais ça littéralement en français. J'étais plongée, ouais, plongée dans la lecture. On ne peut pas traduire de façon littérale, hein. On sait que ici, plonger, ce sont des mots qui ne peuvent pas, hein, comme c'est marqué dans les instructions, ne peuvent pas être traduits littéralement. Et donc, vous avez mis les équivalents, puisque vous n'êtes pas censé évidemment tout savoir, hein. Donc, vous avez ici les équivalents. Et vous pouviez donc regarder en gras. Ça, par exemple, on ne peut pas traduire littéralement. Et donc, on cherche un équivalent. Alors, ça, par exemple, you must be kidding. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. You must be kidding. Ça, par exemple. Et puis ensuite, on retourne vers le haut ou vers le bas. Vers le bas. Voilà. C'est lui-même à l'appareil. Alors c'est pareil, hein, comme les instructions n'est pas littéralement. C'est lui-même à l'appareil. Elle a choisi de dire old friend. Moi je dirais him speaking. Hein, je pense que c'est ça qu'on dirait en anglais. Parce qu'en français, littéralement, vous direz it is himself on the machine that serves as a phone. Donc ça n'irait pas évidemment. Donc, speaking, ça traduirait presque cette idée en fait. Hein, quand vous êtes en conversation, allô, blablabla, j'aimerais parler à Monsieur Legrand. Speaking, c'est ce qu'on dit en anglais. Donc vous traduisez cette grande expression française dans un discours avec allô, this is Jean Dupont from the firm bouquin, blablabla. I would like to speak to Monsieur Jacques Legrand. Speaking, voilà une bonne traduction. Parce que c'est comme ça que ça se passerait dans la vie en pratique. Alors qu'en français, on ne pourrait pas dire parle, ce serait stupide comme traduction. Donc voilà l'idée de cet exercice. Dans le chapitre 2, vous aviez l'exercice A, donc traduction. How is it going? Ça va, ça c'est une bonne traduction. It's going fine. L'idée ici, c'était de traduire les phrases en changeant la traduction de l'italique. Donc ici, vous deviez changer la traduction des mots en italique en fonction du contexte. Donc ça va, it goes, bon, non, on doit changer. Nous allons déjeuner, hein, on change, hein, nous allons déjeuner. Je dirais we will have lunch, hein, dans 10 minutes. Ce pull te va, it's going, hein, alors je dirais pas it's going, it's fitting, hein, pour changer la traduction des mots en italique. It's fitting very well. Ne te trompe pas, les fourchettes vont, the forks are going, dans le tiroir de gauche, hein. Alors je ne dirais pas are going dans le tiroir de gauche, mais the forks are arranged or are put or are organized in. Mon père va sur la quarantaine. Allons, dépêchez-vous. Alors, va sur la quarantaine, j'ai oublié cette phrase. Is going on the 40th. Non. Is getting to be 40. Hein? Et au lieu de going, getting, je change. Allons, dépêchez-vous, sinon nous serons en retard. Alors, let's go. Hein, allons, c'est let's go, littéralement, mais là, je dois changer la traduction. Je dirais pas let's go. Hein, c'est ce que je pense l'étudiante a dû dire. Qu'est-ce qu'elle a mis?
Come on, voilà, si c'est bien ça, come on. Come on, elle a changé. Come on, c'est bien, au lieu de let's go. Parce que come on, c'est plus anglais que let's go. Donc ici, vous étiez invité, c'était l'idée, changer. Donc ne traduisez pas mot littéralement, vous deviez changer, trouver une solution alternative. Voilà, il fait beau, it's doing well. Bon, personne n'aurait fait ça. It's nice today. Donc là, vous changez parce que vous êtes obligé. Mais il y a des moments où vous dites, tiens, je vais faire pareil, alors que vous pouvez changer. Pour respecter un sens, vous pouvez changer. Donc voilà, on va prendre un autre exemple, peut-être ici, tenir, qui est beaucoup utilisé dans des expressions françaises. Il tient le coup, is holding the hit. Alors ça, c'est complètement idiomatique. On ne peut pas traduire. Hein. He copes, he manages, évidemment. Your son takes after you. Alors là, l'étudiante, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu traduire littéralement. Hein. Votre fils tient de vous. Hein. Alors elle a voulu traduire un peu littéralement parce que it's taking. Il fallait changer justement. L'idée, ça n'était pas de faire la même chose, c'était de changer. Your son looks like you. It's striking. Hein. Il ne fallait pas faire la même chose, il fallait changer. Donc voilà, ici donc des erreurs de nouveau. L'étudiante parfois elle change, et ça c'est bien, et parfois elle ne change pas, et donc elle ne respecte pas les instructions qui disaient traduisez en changeant les mots en italique. Donc il ne fallait pas faire une traduction qu'on appelle littérale, il fallait faire une traduction où on change, on trouve un équivalent linguistique. Donc voilà pour l'idée de l'exercice A. L'idée de l'exercice B, sens propre ou figuré. Alors, déterminez si le sens des mots, en italique toujours, est concret ou abstrait en fonction du contexte, puis traduisez les phrases. Est-ce que c'est concret ou abstrait? Concret, ça veut dire que voilà, s'étendait, they're getting, s'étendre, ça veut dire to stretch. Mais est-ce que c'est un sens vraiment, est-ce que le tournesol qui est une fleur, can a flower stretch literally? Non. Donc le sens est abstrait. Donc ça veut dire que les champs, the field of flowers, de tournesol, donc those fields were getting bigger or were just extending but not stretching per se. Donc c'est abstrait. D'accord? Went on, voilà une bonne traduction. As far as the eye could see. Il n'est pas assez de toute une vie pour étendre. Alors encore stretching, mais pas au sens concret, parce que you can't really stretch your knowledge. Pragmatically, you can't. Mais abstractively, yes. Abstraitement, oui. On peut étendre, c'est-à-dire on peut expand son knowledge. Les enfants s'étaient amusés à jouer aux gendarmes. Alors jouer ici, est-ce que c'est abstrait ou concret? Moi je dirais qu'ici, to play cops, ici, est-ce qu'il vraiment il jouait? Oui, moi je pense qu'ici c'est pas un sens abstrait, c'est un sens concret. Ou c'est abstrait dans le sens où ils ne jouent pas vraiment, ils font semblant de faire. Alors je dirais qu'ici on peut discuter, mais bon, peut-être les deux seraient corrects. Alors dans sa traduction, amused themselves, elle fait une traduction concrète alors qu'elle dit que c'est abstrait. Donc là je dirais que si vous vous dites que c'est abstrait, vous devez traduire par the children pretended to be cops and robbers. Là vraiment c'est pretend et jouer, c'est pas la même chose. Donc c'est jouer dans le sens abstrait si vous traduisez par pretend. Là c'est le sens concret de jouer. Hein, ils jouent régulièrement de grosses sommes, he gambles. La porte du café s'ouvrit. Alors une porte qui s'ouvre, c'est plutôt concret. Donc là, ça n'est pas du tout un sens abstrait du verbe ouvrir. Elle a confondu abstrait avec passif. C'est passif, c'est pas la porte qui s'ouvre toute seule. Quelqu'un ouvre la porte. Donc oui, c'est un sens passif, mais c'est le verbe concrètement, une porte s'ouvre. Hein. Elle ne s'ouvre pas de façon abstraite. Ensuite, 6, si tu as des craintes au sujet de ce traitement, ouvre-t'en. Là, c'est le sens ouvrir au sens abstrait. On ne peut pas s'ouvrir à son médecin. Really, you don't open up to your doctor the way a door opens. D'accord? Une porte, ça s'ouvre, oui, mais you don't open yourself, you don't cut yourself open to your doctor. When you say s'ouvrir à son médecin, là, c'est du sens abstrait. Là, c'était ouverture concrète d'une porte. Là, c'est l'ouverture d'une personne à une autre personne. C'est du sens abstrait. That means you're opening up. That means
you're listening, you're getting yourself revealed. Donc là, c'est le opening au sens abstrait, et là, c'est le opening au sens concret. Donc là, l'étudiante s'est trompée, là, c'est concret, là, c'est abstrait. C'est le même verbe, mais à deux sens différents. Connaissez-vous l'expression doux comme une peau de bébé? Et dans l'expression suivante, en dépit des prédictions pessimistes, l'hiver s'est révélé doux. Alors, quel est le doux qui est concret? Quel est le doux qui est abstrait? Eh bien, le doux qui est concret, puisque doux, c'est soft. Soft in the touch. Alors, quand vous dites doux comme une peau de bébé, là, c'est concret. Hein? Donc, elle s'est trompée ou... Ouais, elle s'est trompée. Non, elle a correct. Donc là, c'est concret, c'est doux comme une peau de bébé. Et dans l'autre sens, c'est abstrait. Pourquoi? Parce que l'hiver, winter, cannot be soft because you can't touch it. Donc ça ne peut pas être doux au sens concret, c'est forcément doux au sens abstrait. Ensuite, donc après cet exercice concret, abstrait, où vous vous exercez à essayer de voir qu'est-ce qui est concrètement et qu'est-ce qui n'est pas concrètement, c'est très important de sentir la différence entre qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce qui est abstrait, pour ensuite être un bon traducteur. Donc ça, c'est vraiment votre gut, et puis quelque part votre culture, hein, et puis votre logique. L'hiver, cannot be soft, I can't touch l'hiver. Donc c'est logique, ça ne peut pas être concret, puisque ça n'est pas possible, c'est forcément doux au sens abstrait. Donc, even in your own language, sometimes you have a hard time to see what's concret, what's abstrait. So you have to train yourself to see it. Hein? On peut faire un dernier exemple juste pour être sûr. Alors, on va dire exemple ici. Touche, touche. Avec une telle blessure, il ne faut pas que le bandage touche à la peau. With such blessure, injury, it's important that the bandage, the band-aid, does not touch the skin. Alors, touching skin, ça c'est concret, d'accord? Toucher, c'est un sens, hein? Touching is a sense, c'est un sens, donc toucher la peau, c'est possible, c'est concret. Ensuite, nous devrions nous mettre d'accord pour ce qui touche à cette question. You can't touch a question, so that's forcément abstrait. So when you read this sentence, you say, nous devrions nous mettre d'accord pour ce qui touche à cette question. You're a translator, you're supposed to translate this in English. You know, you can't touch a question. This is going to be an abstract translation. This term, toucher, which you know means to touch, will not be translated as to touch, because you know that you can't touch a question, and there's an abstract sense here that you need to render in your translation. Donc la première étape, c'est I know it's abstract, I'm going to have to render it in a different way. Ensuite, vous aviez donc l'exercice C. Alors ici, pour le C, voilà, vous deviez traduire les champs sémantiques, les perceptions sensorielles. La langue anglaise se révèle plus riche, elle est toujours plus riche de toute façon la langue anglaise que la langue française, je vous l'ai déjà dit. Utilisez donc un dictionnaire anglais pour trouver ce qui rende le mieux, nothing's perfect, mais le mieux le sens des mots en italique. D'accord? Donc là, vous avez des réponses assez correctes, hein, je vous avais demandé de faire ça. Donc voilà les réponses de l'étudiante, je pense que c'est bien. Et après, eh bien, ma foi, vous aviez fini, et donc vous passez maintenant au chapitre suivant. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.